Bonjour, ici Alain Charbonneau. Bienvenue à Opinion d'aînés, une émission qui défend les intérêts du troisième âge avec des propos que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Au sommaire, nous avons deux entrevues. La première qui nous fera connaître un bon moyen afin de surveiller à distance la sécurité d'un proche. L'autre entrevue nous fait découvrir une ressource incontournable pour appuyer les proches aidants. Il sera aussi question d'un programme pour remettre des retraités au travail. Comme d'habitude, je suis avec Dominique Delbast qui est à Sherbrooke. Bonjour Dominique. La technologie peut réduire les inquiétudes que nous pouvons avoir vis-à-vis la sécurité de quelqu'un dont on s'occupe. Expliquez-nous ça, s'il vous plaît. Eh bien oui, Alain, on s'inquiète souvent de la santé de nos aînés quand ils restent chez eux, quand ils sont autonomes, et des fois on a du mal à les rejoindre pour avoir de leurs nouvelles. Alors il y a un programme qui s'appelle PAIR, qui s'occupe de rejoindre régulièrement les aînés pour savoir comment ils vont et pour leur apporter de l'assistance s'ils en ont besoin. J'ai discuté avec monsieur Anthony Carrière, qui est le porte-parole de PAIR. On l'écoute. Chez PAIR, vous suivez les aînés par téléphone quotidiennement pour savoir s'ils vont bien. Et si l'un d'entre eux ne répond pas au téléphone. Donc, lorsque la personne reçoit un appel et qu'elle oublie ou qu'elle n'est pas en mesure de répondre au téléphone, on va rappeler à peine quelques minutes après, une deuxième fois, une troisième fois, pour lui donner peut-être la chance de prendre le téléphone parce qu'elle n'a pas eu le temps de se rendre au téléphone ou elle ne l'a pas entendu. Si la troisième tentative, la personne ne répond pas, on va automatiquement avoir une alerte. Nous, c'est une alerte sonore à la personne qui est responsable de gérer les alertes. Et on va entreprendre une procédure pour la première étape, bien entendu, on va appeler l'aîné, valider, on va voir si on a un numéro de cellulaire. Parfois, on a d'autres numéros de téléphone pour la rejoindre. On appelle sur le cellulaire. Je suis sorti, j'avais oublié mon alerte. On arrête cela. Si la personne ne répond pas, donc là, on essaye d'autres numéros qu'on a au dossier, répond pas, on a souvent des personnes qui vont être des premiers répondants. Donc, les premiers répondants, ça peut être un enfant, un voisin, un ami. Et là, on va les appeler, on va leur demander, telle personne n'a pas répondu. Est-ce que vous savez pourquoi? Ça peut être, oui, je le sais, elle est partie au marché aujourd'hui exceptionnellement, elle va rentrer, je viens de lui parler, tout est correct, on arrête l'alerte là. Si la personne nous dit, je sais pas pourquoi, c'est pas normal, elle aurait dû répondre, à ce moment-là, on va avoir deux options. Soit que le premier répondant, qui est peut-être un voisin, il dit « je suis disponible, je vais aller voir ». Et donc là, souvent, mais la personne va connaître comment rentrer chez l'aîné pour pouvoir aller voir directement. Si la personne dit « je ne suis pas en mesure d'aller voir », là, nous, on va escalader au service de police qui vont envoyer vraiment quelqu'un chez la personne pour valider qu'elle va bien. Et ça se fait dans un délai de combien de temps? Normalement, c'est très, très rapide. Là, on parle de quelques minutes. Donc, c'est le temps de faire les appels aux premiers répondants. Donc, ça va toujours dépendre du nombre de premiers répondants et de personnes qu'on a appelées. Et normalement, la police, on le sait, là, dépendamment où est-ce qu'on est, ça peut être variable le temps, là, mais on le sait que quand on appelle la police, normalement, en quelques minutes, on a quelqu'un devant chez nous. C'est le même principe. Donc, si par exemple, les alertes n'ont pas fonctionné, on le sait que, par exemple, si on a 3 numéros de dossier, 3-4 minutes plus tard. Donc, vous avez un service gratuit selon les partenaires que vous avez. Et sinon, c'est 10 $ par mois. Ce n'est pas excessif. Non, c'est pas excessif, exactement. Donc, c'est quand même très abordable pour savoir qu'on sauve environ un abonné sur 10. Donc, de savoir que peut-être un proche ou vous-même ont une chance sur 10 d'être sauvés. Là. Donc, dans toutes les régions où est-ce qu'on est présent, si on a 10 membres, à chaque année, on va en sauver une personne sur 10. Et à chaque année, normalement, c'est pas la même personne qu'on sauve plein de fois. Là. Avez-vous d'autres services? En parallèle, en fait, c'est la possibilité d'avoir de l'assistance technique. Donc, si, par exemple, vous avez des problèmes avec un ordinateur, avec prendre un rendez-vous en ligne avec votre médecin, des choses comme ça, on le sait. Aujourd'hui, tout est rendu en ligne. Ça devient de plus en plus difficile d'avoir de l'aide. Et nous, on est là pour
pour accompagner les gens qui veulent de l'aide. Donc, on fait, oui, des appels de prévention pour s'assurer que les gens vont bien tous les jours, mais on offre aussi la possibilité de parler avec quelqu'un pour obtenir de l'aide. Présentement, notre porte-parole, c'est Patrick Normand. Donc, lui, il en parle à toutes ses shows, mais c'est aussi lui qui a enregistré la plupart de nos messages qui vont être joués. Entre autres, il a enregistré un message pour les anniversaires. Donc, lorsqu'on s'abonne au programme Peur, ben, on va avoir la chance d'avoir Patrick Normand qui va nous chanter un message de joyeux anniversaire la journée de notre fête. Toutes les informations sont à l'écran. Alors, Monsieur Carrière, je vous remercie beaucoup. Alors, ça nous fait un outil de plus pour être encore plus bienveillant. Un autre sujet, nous en avons parlé ces dernières semaines, les proches aidants ont eux aussi des besoins d'aide. Où s'adresser pour obtenir un coup de pouce, que ce soit des conseils ou un répit? La ressource recommandée au Québec, c'est Appui Proches aidants, un organisme parapluie qui offre une grande variété de services et de ressources. Plus tôt cette semaine, j'ai interviewé une porte-parole, Mme Stéphanie Charette, pour savoir comment on peut nous aider. On vient chez nous parce que on a besoin de savoir c'est quoi les ressources disponibles pour venir en aide pour être mieux accompagné dans la l'approche aidante. Parce que c'est une étape de vie qui souvent c'est normal, c'est notre conjoint, c'est normal, c'est nos parents, c'est normal d'aider, hein, on est une famille, on est bienveillant, il y a de l'amour, etc. Mais ça vient aussi avec une charge de tâches, une charge émotive qui peut être très grande aussi. Et on veut s'assurer que ces personnes-là ont l'aide psychologique, les ressources et toute l'aide. Fait qu'on vient chercher de l'écoute chez nous, on vient chercher des informations. C'est comprendre la maladie de mon proche, là. Déjà, c'est une grande question. Là, on vient d'avoir un diagnostic où ça s'installe, puis là, c'est comprendre qu'est-ce qui va se passer, ça va être quoi les étapes, etc., etc. Et bien entendu, ben c'est ça, avoir accès, comme je vous disais, là, aux ressources, parce qu'il y en a des ressources. C'est pas facile de les trouver, par contre. Oui, c'est ça, oui. Oui, et souvent aussi, vous le disiez, c'est très exigeant. Est-ce que votre organisme offre du répit? C'est une bonne question. Nous, on a différents éléments là, qu'on fait dans l'organisation, mais on finance des organismes qui eux, offrent du répit directement aux personnes proches aidantes. Donc, nous, on n'en fait pas du répit directement, mais on finance des centaines d'organismes au Québec qui en font. Fait que du répit, puis du répit, c'est un mot qui englobe beaucoup de choses, le répit. Parce que vous comprendrez, ça peut être un répit de jour, un centre de jour, par exemple, où mon proche va aller. Ça peut être parce que j'ai besoin d'une fin de semaine par mois pour avoir un temps de répit. Ça peut être ponctuel une fois par semaine. Ça peut être le soir. Ça peut être du répit atypique qu'on appelle, qui est je veux pas avoir à planifier que ce soit tout le temps le jeudi matin. Je veux être capable d'appeler parce que j'ai une urgence, j'ai un rendez-vous médical et là, j'ai besoin d'aide à ce moment-là. Mais il y a beaucoup de sources de répit au Québec, des superbes organisations qui en font, mais on peut les guider vers ces organismes-là qui sont, soit dit en passant, exceptionnels. Dans le cas de détresse, est-ce que vous offrez un service continu ou simplement une écoute ou est-ce que vous référez à des psychologues? Comment ça fonctionne? Nous, on dit que c'est toujours de l'intervention courte durée. Donc, les gens vont appeler. On a une ligne d'écoute qui est ouverte 7 jours par semaine, 12 heures par jour, 7 jours par semaine. Donc, les gens vont appeler et souvent, bon, c'est ça va être, ils vont venir nous raconter là, bon, ce qui se passe dans leur situation familiale. À ce moment-là, nous, on va, c'est tous des professionnels de la relation d'aide qui répondent au téléphone, que ce soit des travailleurs sociaux, psychologues, etc. C'est tout dans ce domaine-là. Donc, ils ont tous les outils pour faire de l'intervention et pouvoir aider la personne proche aidante là avec les défis qu'elle rencontre.
à ce moment-là. Après, on va bien sûr assurer un suivi, à savoir qu'on va peut-être lui transférer des informations vers, comme vous dites, un psychologue, vers des organismes qui peuvent continuer peut-être avec des rencontres ou des ateliers ou des choses pour les aider. Et bien sûr, si c'est une urgence, etc., on peut référer aussi à des professionnels de la santé plus spécifiques. Et par contre, on va quand même assurer un suivi, dire, par exemple, on va vous dire, vous avez 2-3 éléments qu'on détermine ensemble parce que c'est vraiment pas l'intervenant qui va choisir pour la personne proche aidante. C'est vraiment ensemble qu'on trouve les solutions. Puis, à ce moment-là, il va dire, je vous rappelle dans 3 jours, je vous rappelle dans une semaine pour voir comment ça va. Est-ce que vous avez essayé des éléments? Est-ce que ça va bien? Fait qu'on va assurer un suivi, mais notre intervention, on l'appelle de courte durée, là, parce que l'idée, c'est de les guider vers, soit des solutions, d'autres solutions qui vont pouvoir l'aider, là, dans son quotidien. Pour terminer, souvent, on associe le fait de devenir proche aidant comme étant évidemment un geste généreux, mais aussi très accaparant. C'est un investissement de choix, de temps. Est-ce qu'il ne faut pas y aller à petite dose plutôt que se lancer? Quel conseil donneriez-vous à ceux qui vont arriver à ça un jour ou l'autre, là? Premièrement, on l'a dit, c'est les gens qu'on aime. Hein. Des fois, on dit la proche aidance, c'est un choix. Dans le fond, on n'est pas obligé. C'est pas comme un enfant qu'on est obligé de s'en occuper. C'est un choix. Mais après ça, est-ce que c'est un vrai choix? Parce que, tu sais, quand c'est les gens autour de toi que tu aimes, que tu veux soutenir, c'est difficile de mettre ses limites. Par contre, si on le fait pas, à long terme, il risque d'avoir des impacts, des grands impacts pour les deux personnes. Parce que, t'sais, le conseil que j'aurais le plus tendance à vous donner ou à donner aux personnes proches aidantes, c'est de se garder du temps et de bien s'entourer. S'entourer veut dire d'aller chercher les professionnels de la santé, d'en parler avec un médecin. C'est d'aller voir c'est quoi les organismes qui existent dans mon territoire proche de chez moi, qu'est-ce qui existe, d'en parler avec sa famille, son entourage. Est-ce que on comprend que c'est pas, par exemple, un ami qui va venir s'occuper de l'aider pendant que t'es pas là, pas nécessairement. Par contre, elle peut peut-être m'aider avec des courses, avec des choses, de créer le plus possible, mais fait que de communiquer les besoins puis de prévoir. C'est difficile parce que tout ça s'installe très tranquillement. Hein. C'est pas du jour au lendemain, à part certaines maladies, comme par exemple un AVC, où là, du jour au lendemain, la situation arrive et là, tout est chamboulé. Mais parfois, comme par exemple la maladie d'Alzheimer ou des maladies neurocognitives, ça s'installe tranquillement. Alors, on le voit pas, c'est 1 heure par-ci, 2 heures par-là, 3 heures. Et les gens qui appellent chez nous, souvent, sont rendus à 20 heures plus par semaine d'aide à l'aider. Alors, tu sais, ça devient, mais ça s'est installé tellement tranquillement qu'on l'a comme pas venu, ça devient notre réalité. Et après, souvent, quand on finit notre trajectoire de proche aidance, les gens vont dire, oh, mon Dieu, je me définissais, c'était rendu juste ça ma vie. Alors, mais il faut pas perdre le reste parce que c'est là que ça devient émotivement et accaparant, etc. Donc, tenter de bien s'entourer, je dirais que c'est un conseil qui aide à long terme dans tout ce que les gens vont parcourir. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide. La ligne téléphonique d'appui Proches aidants est disponible tous les jours, de 8 h le matin à 20 h, au numéro 1-855-852-7784. L'accueil est professionnel, confidentiel et gratuit. Dominique, maintenant, j'ai une question personnelle pour vous. Avez-vous perdu ou brisé vos lunettes? Eh oui, c'est des choses qui arrivent. Et j'ai eu pas une surprise, mais une certaine information que on ne retient pas normalement. On a tous des lunettes, pas tous, mais enfin la majorité de nous, les aînés surtout, ont des lunettes avec foyer, double foyer, tout le kit, tout ce qu'il faut. Et quand on doit refaire faire ces lunettes, parce qu'elles ne sont plus à date, ou parce que on les a perdues, ou parce qu'elles ont été cassées d'une façon ou d'une autre, on doit amener une prescription chez l'optométriste, et à partir de cette prescription, il va mettre tout ce qu'il faut dans les lunettes pour qu'on voit bien. Mais il y a quand même une certaine restriction, il faut faire attention. Il faut en général que la prescription soit plus jeune de 2 ans, c'est-à-dire qu'elle soit faite
dans les 2 dernières années qui précèdent et non pas après. Et souvent, on s'en souvient pas, on n'en fait pas faire de nouvelles prescriptions. Et quand on arrive pour faire des lunettes, le lunetier, qui est un homme très responsable et qui a des normes à respecter, ne peut pas vous faire des lunettes si la prescription est plus vieille de 2 ans. Alors bon, il faut le savoir parce que des fois c'est un petit peu difficile d'avoir rapidement un rendez-vous pour avoir une prescription et même si on va chez l'ophtalmologiste qui est le spécialiste vraiment de la vue, l'ophtalmologiste ne fait pas de prescription pour ne pas empiéter sur le domaine des lunetiers. Voyez-vous, on est rendu assez loin dans le domaine des corporations. L'ophtalmologiste que vous voyez régulièrement, qui est assuré par le gouvernement, ne peut pas vous faire une prescription parce que c'est le domaine réservé des lunetiers. Alors, n'oubliez pas, vérifiez de temps en temps votre prescription et si vous avez des doutes sur le changement ou sur la validité de votre prescription, allez vous faire examiner les yeux et ayez une prescription plus récente que 2 ans pour vous faire des nouvelles lunettes. Eh bien, voilà un sage conseil qui va nous permettre de voir plus clair. Signe des temps maintenant, le Conseil du patronat lance un projet pilote pour retourner au travail les 60 à 69 ans qui ont justement quitté le marché du travail. Il y en a plusieurs qui ont fait ça pendant la pandémie. Afin de combattre la pénurie de la main-d'œuvre, le nouveau programme vise à faire embaucher au moins 200 000 et peut-être jusqu'à 300 000 personnes au Québec. Et ce sera surtout en région, espère-t-on, où les gens ont décroché davantage que dans les grands centres urbains. Au Québec, statistique intéressante, chez les 60-69 ans, il y a au moins 40% des gens qui travaillent encore. Le paradis de la retraite hâtive, on s'en doute, c'est la France, où il n'y a que 24% des 60-69 ans qui travaillent encore. Et les champions travaillants sont les Japonais, avec près des 2/3 qui ne sont même pas à la retraite. Dominique, maintenant, vous allez nous présenter la personnalité de la semaine, un champion des soins à domicile. Eh bien, oui, Alain, le docteur Stéphane Lemire est notre personnalité de la semaine. C'est un médecin exceptionnel qui sort des sentiers battus par ses collègues. C'est un personnage hors norme que nous révèle Stéphanie Gramont dans la presse de cette semaine. Et je la cite, « Il faut drôlement croire pour quitter un poste de gériatre à l'hôpital afin d'inventer une formule de gériatrie sociale qui irait au-devant des besoins des aînés. » En effet, le docteur Lemire a délaissé la pratique pépère de gériatrie dans un grand hôpital pour se consacrer à sa passion, sortir la gériatrie de l'hôpital et se consacrer aux soins à domicile. Mon rêve, dit le docteur Tremblay, c'est que toutes les madames et les messieurs Tremblay du Québec puissent rester chez eux. Avec la fondation Âge, qui est bien connue, il a formé des sentinelles qui repèrent les aînés déficients et des navigateurs-navigatrices qui les accompagnent dans leur démarche et leur mode de vie en général. Le Québec ne comble actuellement que 10% des soins requis à domicile. Nous sommes très en retard en fait en retard de 90%. Les pays nordiques et le Japon ont pris le virage des soins à domicile depuis plusieurs décennies. Et les résultats sont spectaculaires. La France fait très bien pour ses soins, mais le Québec patauge encore dans la centralisation qui embourbe les hôpitaux et déplace constamment les aînés. Le docteur Lemire, comme beaucoup d'autres intervenants chez les aînés, a la ferme conviction que cette méthode est la seule avenue pour sortir les aînés des hôpitaux et allonger la durée de vie chez eux et ainsi allonger leur bonheur de vivre à la maison plus longtemps. Donc, appuyons le docteur Lemire et poussons fort sur le développement des soins à domicile.
Même si la santé ne fait pas partie des objectifs économiques et prioritaires de M. Legault, c'est un domaine qui inquiète passablement la population et qu'il faut prendre à bras-le-corps. De ma seule initiative, je dirais que le gouvernement et le ministère de la Santé, par son inaction et son laxisme, son manque d'empathie et de rigueur, mettent la vie des aînés en danger. On l'a vu plusieurs fois. C'est souvent ce qu'on pourrait appeler de la non-assistance à personnes âgées en danger. Et c'est un crime. Alors bravo, Dr Lemire. Je crois que vous poussez le bouchon un peu loin. Un crime, non. Je suis absolument pas d'accord avec vous. Qu'il y ait négligence, qu'on ait complètement négligé ce secteur pendant des années, on a mis ça à la petite cuillère alors que le vieillissement de la population était prévisible, soit, je suis d'accord avec ça, on peut faire mieux et on commence à faire mieux. Mais de là à qualifier de crime, je pense que c'est un petit peu exagéré de votre part, vous qui faites des éditoriaux, qui n'hésitez pas à frotter les oreilles du gouvernement. Alors, pour terminer, j'ai deux petites nouvelles. C'est à mon tour de m'exprimer. Des organismes d'aide aux aînés, actuellement, sont privés de fonds parce que Québec et Ottawa ne s'entendent pas. Vous me direz que c'est pas nouveau et qu'ils aiment ça, ces deux gouvernements, ne pas s'entendre, mais je vous réponds ceci, messieurs, mesdames les élus, ne faites pas de politique sur notre dos. On paye des impôts aux deux gouvernements. Ce n'est pas pour que vous vous chicaniez avec notre argent. OK? Même si c'est électoralement payant pour vous de vous chicaner. Alors, pensez aux aînés. Pour terminer maintenant dans la bonne humeur, on vient d'inaugurer une nouvelle maison des aînés à Drummondville. Celle-ci a 72 places d'hébergement. Alors, ça s'en vient tranquillement. Ça s'en vient, les maisons pour les aînés. Alors, souhaitons maintenant qu'il y ait de la main-d'œuvre disponible. Durant la saison qui se termine, nous avons reçu de multiples encouragements et on tient à remercier également le public en retour de nous avoir soutenus. N'est-ce pas, Dominique? Bien oui, Alain, au cours de ces 22 émissions, quand même, nous avons traité de beaucoup de sujets pour informer les aînés. Parce que l'information et le savoir, c'est le nerf de la guerre pour pouvoir défendre ses intérêts et pousser les choses qu'on veut voir avancer. D'autres ont apprécié nos conseils voyage et nous avons eu des critiques constructives sur nos contenus ou sur les interactions entre nos trios ou nos duos. Donc, en terminant, parlez de nous à vos amis, faites suivre cet enregistrement à vos listes de courriels, envoyez-nous des suggestions, on est toujours ouvert pour traiter de différents sujets. Et n'oubliez pas que nous recherchons aussi des collaborateurs et collaboratrices pour nous aider à animer, à alimenter cette émission. Si vous n'avez pas d'expérience, c'est pas grave, on va vous aider. Alors, nous vous reviendrons le 16 août pour la nouvelle saison et n'hésitez pas à consulter l'infolettre de Cité Boomers pour en savoir plus long pour la rentrée. D'ici là, merci beaucoup. Profitez de l'été et surtout, profitez de la vie.